C'est le moment de suivre la rubrique Les Clés du Monde avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Chaque jour sur Matin d'Éden, vous nous aidez à comprendre l'évolution de l'actualité internationale. Nous parlons de la Syrie dans ce numéro de Matin d'Éden, 7 ans de guerre pour un dramatique statut quo. Quand démarre le 15 mars 2011 dans les rues de Damas, Alep ou Homs, les premières manifestations publiques contre Bachar al-Assad, beaucoup d'observateurs estiment que le régime syrien est condamné. Les fameux printemps arabes venaient en effet d'emporter Ben Ali en Tunisie, Hosni Moubarak en Égypte. Pourtant, 7 ans plus tard, Bachar al-Assad est toujours là, plus solidement ancré que jamais, imminent vainqueur d'une guerre qui aura coûté la vie à 350 000 personnes et anéanti le pays. Dites-nous, James William Baguidi, que reprochaient en 2011 les révolutionnaires syriens au régime de Bachar al-Assad? Merci. Vous vous souviendrez qu'en 2011, nous sommes entrés dans un cycle qu'on a appelé les révolutions arabes. Cela a commencé en décembre 2010 en Tunisie avec les manifestations qui ont conduit à la chute de Zine El Abidine Ben Ali, vous l'avez déjà évoqué. Et donc en 2011, le mouvement prend de l'ampleur, en tout cas c'est en 2011 justement que Ben Ali tombe. Le mouvement prend de l'ampleur dans une grande partie des pays arabes. L'Égypte, pays voisin de la Tunisie, est touché. Là aussi, le président de la République tombe, c'est Hosni Moubarak. Il est renversé par une gigantesque manifestation populaire face auquel l'armée égyptienne décide de ne finalement pas réagir. Dans le même temps, la Libye est également l'objet d'une révolution. À son tour, le cas de la Libye est un peu différent parce qu'en Libye se déclenche non pas seulement une insurrection populaire, mais une insurrection militaire contre le régime du colonel Muammar Kadhafi. C'est un cas similaire à celui de la Syrie. Dans le cas de la Libye, la communauté internationale prend rapidement certaines décisions, c'est-à-dire de faire intervenir des forces militaires aériennes contre le régime du colonel Muammar Kadhafi, qui est considéré comme étant responsable de massacres envers la population. Et cette population qui, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Libye ou en Syrie, réclame plus de liberté, réclame plus de droits, réclame plus de perspectives parce qu'une jeunesse était contrainte de se débrouiller, de se démerder par des moyens pas toujours très pertinents face à un pouvoir politique souvent sclérosé en place depuis des décennies. Dans le cas de la Syrie, Bachar al-Assad était au pouvoir depuis 1999, lui qui a succédé à son père qui était déjà au pouvoir depuis carrément les indépendances de la Syrie. Donc c'est un régime qui était là depuis plus d'une quarantaine d'années, un peu comme en Tunisie une trentaine d'années, en Égypte également une trentaine d'années. Donc Bachar al-Assad avait un pouvoir qui était trop fort, un pouvoir dictatorial sur le pays. C'est ces libertés-là que réclamaient les peuples des pays arabes et c'est ces reproches que Bachar al-Assad n'a pas supporté, en tout cas n'accepte pas jusqu'à présent. Et comment expliquer que les Nations Unies n'aient pas adopté la même politique que face à Muammar Kadhafi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la politique adoptée face à Muammar Kadhafi, c'est d'abord de décider d'un blocus aérien sur le pays et donc d'interdire aux avions de Muammar Kadhafi de voler dans le ciel libyen. Et à cette époque-là, il était question de bombarder systématiquement les avions libyens et même les convois militaires libyens qui s'attaquaient aux poches de rébellion qu'il y avait dans le pays. Dans le cas de la Syrie, la chose n'a pas pu être faite simplement parce qu'un pays, et pas n'importe lequel, la Russie de Vladimir Poutine, a décidé au Conseil de sécurité d'opposer son veto. Dans un premier temps, on a vu il y a eu un certain engouement, une certaine, je dirais, certitude de la communauté internationale de voir Bachar al-Assad chuter comme ont chuté Ben Ali, comme ont chuté Ben Ali et Hosni Moubarak, et comme était en train de chuter également à son tour Muammar Kadhafi, dont tous les observateurs étaient persuadés déjà en avril-mai
2011 que son régime ne résisterait pas aux attaques qu'il subissait de la part de l'OTAN. Mais pour que l'OTAN arrive à attaquer le régime libyen, c'est parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son accord pour cette attaque-là. Et dans le cas de la Syrie, le président russe Vladimir Poutine, qui a contesté la manière dont la résolution prise contre le régime libyen était en train d'être mise en œuvre, s'est dit s'il autorise à nouveau, en tout cas ne serait-ce que par son abstention au Conseil de sécurité, qu'une guerre de cette nature se déclenche également contre la Syrie, que ce serait une chose extrêmement mauvaise. En tout cas, le Conseil de sécurité a été bloqué par le veto de la Russie et de la Chine, dans une certaine mesure. La Chine qui n'a pas formellement pris position au départ, mais qui par la suite a plutôt préféré soutenir son allié habituel, la Russie. Et donc, le Conseil de sécurité étant bloqué, il n'était pas en mesure de déclencher une attaque militaire contre les forces du régime syrien. Et c'est ainsi que Bachar al-Assad, en tout cas que les Nations Unies ont été dans l'incapacité de changer la donne sur le terrain. Et le soutien de la Russie suffit-il seul à expliquer la résilience du président syrien? Le soutien de la Russie est très très largement je dirais, responsable du fait que Bachar al-Assad soit encore au pouvoir aujourd'hui. La Russie a intervenu militairement et avec une très forte flotte aérienne aux côtés du président Bachar al-Assad. Les bombardements de la Russie ont touché la quasi-totalité des points où se trouvait la rébellion. Et puis, cette rébellion avait également une forme disparate. Il y avait ce qu'on appelait l'armée syrienne libre. Certains militaires officiels du régime syrien se sont rébellés et se sont opposés à Bachar al-Assad. Ils ont été soutenus par les États-Unis. Ils ont été même, je vais dire, pistonnés et soutenus par les États-Unis, la communauté occidentale, pour ainsi dire. Il y avait également, dans cette guerre-là, des mouvements djihadistes qui ont pris les armes contre le régime de Bachar al-Assad, non seulement l'État islamique de tristes actions sur le terrain, mais également Al-Qaïda avec son front Al-Nusra qui était déjà présent dans le pays. Et toutes ces armées disparates, surtout le fait que des djihadistes se soient armés contre le régime de Bachar al-Assad, tout cela a permis à Vladimir Poutine de justifier une intervention militaire. Mais l'attaque, en tout cas le soutien de la Russie ne suffit pas à lui tout seul. Il y a eu l'Iran qui a envoyé ses pasdaran, c'est-à-dire ses soldats d'élite, également intervenir aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Et il faut également noter que le régime de Bachar al-Assad a pu obtenir de la part de certaines puissances arabes qui ne se sont pas ouvertement exprimées, a pu obtenir du soutien et financier, soutien militaire pour pouvoir se maintenir jusqu'à présent. Un acteur singulier a joué un grand rôle dans la tournure que prendra le conflit en Syrie, c'est bien l'État islamique. Oui, l'État islamique aura joué un rôle plutôt négatif. Vous savez, c'est au début de la guerre que, surtout en 2014, l'État islamique décide d'instaurer ce qu'il a appelé le califat. Et Abu Bakr al-Baghdadi, qui est le leader de l'État islamique, proclame son califat à partir de Mossoul en Irak, mais sa base également se trouve à Raqqa, en Syrie. Et cette présence de l'État islamique qui a contrôlé à un moment donné pratiquement le tiers, sinon même plus, du territoire de la Syrie, va donner à la communauté internationale des raisons d'être méfiant vis-à-vis de ce qu'on appelait l'armée syrienne libre. Parce qu'on ne savait plus exactement qui était dans l'armée syrienne libre. Est-ce que ce sont des djihadistes? Est-ce que ce sont des soldats mutins seulement? Est-ce que ce sont des personnes qui se battent vraiment pour la liberté des Syriens? Il y a eu un méli-mélo généralisé et l'armée syrienne a pu en profiter, le gouvernement de Bachar al-Assad a pu en profiter et naturellement la Russie a mis les moyens nécessaires au service de Bachar al-Assad pour pouvoir s'en sortir. C'est cela qui donne les conséquences d'aujourd'hui. L'État islamique aura été malheureusement par son intervention un soutien, même si ce n'était pas exactement l'objectif, aurait été un soutien de taille pour Bachar al-Assad. Justement, ce dernier va forcément gagner la guerre, oui. C'est acté, mais quelle sera la suite? Bon, on revient, comme vous l'avez dit au départ, à ce terrible, à ce malheureux statu quo, c'est-à-dire que les libertés qui ont été revendiquées au départ sont aujourd'hui totalement bafouées, parce que quand on est dans
dans une situation de guerre. On est dans un état d'urgence et donc il n'y a plus de liberté à revendiquer. Il y a aujourd'hui une destruction. Ici, nous voyons la Ghouta orientale qui est le dernier bastion rebelle où le président Bachar Assad entend reprendre la main et donc l'ensemble du territoire sera bientôt de nouveau sous contrôle de l'État syrien. Bon, je ne dirais pas l'ensemble du territoire parce qu'il y a quand même des zones qui ont été conquises par les Kurdes, d'autres qui sont aujourd'hui attaquées par la même zone attaquée par la Turquie. Il y a encore des zones sous contrôle de l'État islamique, mais l'armée syrienne libre, elle est complètement délitée. Les opposants politiques au régime de Bachar al-Assad n'ont plus aujourd'hui voix au chapitre. Toutes les réunions internationales organisées, que ce soit à Vienne ou ailleurs, ont échoué. Et donc, Bachar al-Assad sort renforcé de cette guerre-là et pourra encore diriger la Syrie de cette main de fer, surtout parce qu'il sort vainqueur d'une guerre, diriger la Syrie de cette main de fer pendant encore longtemps. Et c'est bien dommage. Bien dommage, un pays entièrement à reconstruire. Vous avez dit que ce conflit a fait plus de 350 000 personnes a tué, a fait plus de 350 000 morts. Et ce n'est pas fini, le pays est entièrement anéanti. Je ne sais pas ce qui reste encore. Que reste-t-il dans le pays? Vous savez, il y a quelques zones sous contrôle qui sont restées totalement sous contrôle gouvernemental, comme la moitié d'Alep, comme la quasi-totalité de la capitale Damas et d'autres petites régions qui sont restées sous contrôle de l'État, qui n'ont pas subi beaucoup les affres de la guerre. Mais les autres zones du pays sont vraiment totalement anéanties. Merci à vous, James William Agbaguidi. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. C'est sur ces explications que nous vous disons au revoir. Passez un excellent début de week-end et bon vendredi. Bon dimanche, je crois que c'est comme ça. On appelle ça le vendredi de prière pour nos amis fidèles musulmans du Bénin qui nous suivent et ceux de l'Afrique qui nous regardent via le réseau satellitaire. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.